disait qu'il nous fallait une stabilisation du socle scapulaire. Parce que, rappelez-vous, il fait partie de l'unité homo-claviculaire et il va être donc plus stable que mobile. Il faut que ça bouge, mais dans cette phase-là, il est plus stable que mobile, puisque, rappelez-vous, la dernière fois, pour les 25 premiers degrés d'abduction, on avait 5 degrés dans la scapulo-thoracique pour 20 degrés dans la scapulo-humérale. Voilà. Donc la scapula a des mouvements de faible amplitude. Alors, c'est ce que je vous disais l'autre jour, en sonnette interne ou externe, c'est ça le truc. C'est qu'elle recherche une position d'équilibre qui va dépendre du geste et de la morphologie des jambes. Donc, c'est vrai que les trois quarts partent en rotation externe, enfin en sonnette externe, mais si vous avez quelqu'un qui, dans un premier temps, vous mettez vos pouces et vous appréciez la mobilité des deux scapulas, on peut très bien avoir des jambes, ça part légèrement en rotation en sonnette interne avant de partir en sonnette externe. Donc c'est pas forcément pathologique ça. Il faut regarder des deux côtés. Le sens du mouvement est imprévisible et varie d'un individu à l'autre. Une fois qu'on a dit ça, ouais, ça nous avance bien, quoi. Alors les couples pour stabiliser ce socle, on en a déjà parlé quand on a vu l'action des différents muscles. Ce sont les couples rhomboïdes dentelés antérieurs, et puis d'une part, et puis le couple trapèze supérieur élévateur de la scapula. Donc il y a un couple qui est plutôt dévolu à la stabilité, et l'autre, trapèze sup et élévateur de scapula, qui va être plutôt pour ce léger mouvement de sonnette externe. D'accord ? La clavicule, elle au départ, elle ne subit pas de rotation, mais elle va s'élever. Hein, quand vous êtes comme ça, on voit bien que le moignon de l'épaule s'élève. Hein, si jamais, voilà, tout le monde me voit, hein, je me vois, donc tout le monde me voit. Si jamais je monte ici, puis que je redescends, sans bouger, vous voyez bien que, il faudrait que je me mette, je ne sais pas comment faire ça, voilà. Si jamais je monte là, et que je redescends, vous voyez bien qu'il y a un delta, oh, putain, il y a un delta, quoi. C'est-à-dire que la clavicule, elle va s'ascensionner un petit peu. Et il n'y a pas encore de mouvement de rotation. Alors que, au fur et à mesure, on imagine bien qu'il va falloir qu'il y ait des mouvements de rotation. Alors pour deux raisons essentielles, c'est que la première, vous avez dû voir avec M. Grignon en anatomie descriptive, que la clavicule a une forme de S italique, une forme de manivelle. Et puis deuxièmement, je vous ai dit dans un des cours précédents que sur le mouvement d'élévation, il y avait, en termes articulaires purs, hein, sur les vraies articulations, vous aviez 10% dans la sternocostoclaviculaire, 40% dans la chromioclaviculaire et seulement 50% dans la scapulo-humérale. Donc ces 40%-là, il faut bien qu'ils passent quelque part. Dans la mesure où c'est une arthrodie et qu'on n'a pas de gros mouvements, on a vu que c'était des tout petits mouvements d'avant en arrière sur un axe comme ça, de glissement, hein. Il n'y a pas de glissement haut bas, puisque je vous ai dit que s'il y avait un glissement haut bas, c'est que vous aviez une chape delto-trapézienne qui avait sauté, ou alors des ligaments coraco-claviculaires qui avaient sauté. On avait cette fameuse touche de piano avec une disjonction acromioclaviculaire. Mais si on n'a que ces petits mouvements-là avec cette arthrodie, ça veut dire que c'est 40% de mouvement. Il faut bien qu'il passe quelque part. Et en fait, la clavicule va être animée en même temps que vous avez des mouvements avant-arrière, de mouvements de rotation interne, de rotation externe. En l'occurrence, quand vous montez le bras, il y a un mouvement de rotation externe. Bien, mais pour l'instant, de 0 à 30 degrés, la clavicule, elle ne subit pas de rotation. Toujours dans l'abduction, maintenant, on passe à la phase suivante, la phase de 30 à 90 degrés. Alors, c'est la phase la plus complexe de l'abduction parce que c'est à l'approche de l'horizontale que l'action de la pesanteur sur le membre supérieur est maximale et donc, comme on est sur un membre suspendu, on imagine que s'il n'y a pas de bonne force de compression, c'est là que vous allez avoir le maximum de... La tête, elle est dans le vide, quoi. Vous aurez tendance à glisser vers le bas, à être potentiellement en subluxation, ce qui n'arrive pas chez le sujet sain, bien sûr, mais qui peut arriver quand vous avez un ligament gléno-huméral inférieur qui est pas de bonne qualité, qui est distendu,
vous avez une capsule qui est distendue, encore qu'en dessous, vous savez très bien qu'elle est déjà distendue, cette capsule-là, pour permettre le mouvement. Quand vous avez une longue portion de triceps qui est atteinte, etc. etc. Donc, c'est la période la plus délicate, c'est 30-90 pour deux raisons essentielles. La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau de 40, suivant les auteurs, au niveau de entre 45 et 60 degrés, on a cette translation des centres instantanés de rotation qui vont nous assurer un mouvement mineur de glissement pendant qu'il y a du roulement. Et quand on arrive, donc il y a plus de glissement que de roulement, plus de force de contrainte en glissement qu'en compression, aux alentours de 60. Et quand vous arrivez à 90, pour pas que la tête humérale soit dans le vide, entre guillemets, il y a plus de, cette fois-ci, de force de compression que de force de cisaillement. D'accord ? Pour passer de 30 à 90, on a plusieurs couples. On a toujours nos couples deltoïdes abaisseurs courts. Les abaisseurs courts, dans votre esprit, quand on parle d'abaisseurs courts, maintenant c'est le plan profond, c'est la coiffe des rotateurs. D'accord ? J'aurais pu remettre coiffe des rotateurs. J'ai mis abaisseurs courts parce que dans le même temps, vous avez malgré tout, de façon complètement inconsciente, un couple deltoïde abaisseur long. Les abaisseurs longs, je vous ai dit que c'était pour moi le plan moyen, c'est-à-dire plan moyen par opposition au deltoïde, hein, parce que vous avez des muscles qui sont plan supérieur, le grand pectoral c'est le plan supérieur, mais plan moyen au niveau de la tête, parce qu'on va au niveau de la gouttière, au niveau des insertions. Mais ces longs abaisseurs, donc essentiellement grand dorsal, grand rond, grand pectoral, ils ont par leurs fibres inférieures une action de recentrage, malgré tout. Et puis, le couple longue portion du biceps, courte portion du biceps, là aussi, vous avez au sein de ce muscle-là, rappelez-vous, comme on est dans cette période 60-90 où on a ce mouvement de roulement-glissement, je vous ai dit qu'au sein de ce muscle, vous aviez une portion qui assurait plutôt le recentrage, enfin, c'est communément admis comme ça, c'est la longue portion du biceps, alors que dans le même temps, la courte portion du biceps étant sur la coracoïde, elle ne cravate pas la tête et elle a une action d'ascension de la tête. Donc là, au niveau de ce muscle-là, il faut qu'il y ait un équilibre également, un couple parfait pour que le mouvement soit harmonieux. Si vous avez une longue portion de biceps qui est atteinte, eh bien, vous allez avoir une surcharge des autres. Vous avez probablement, c'est pas que la seule raison, mais ça peut être une des raisons d'une ascension de tête humérale, d'une tendinopathie, etc., etc. par la suite. D'accord ? Alors les contraintes, parce que ce que je vous disais, c'est que à partir de 90 degrés d'abduction, les forces sont orthogonales par rapport à la glène, on a plutôt des forces de compression que des forces de cisaillement, que deux forces de cisaillement. Toujours dans cette phase-là, de 30 à 90, je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'entre, on va dire 45 à 60, suivant les auteurs, on a donc le mouvement qui consiste en un glissement de la tête sur la cavité glénoïdale, avec un déplacement vers la métaphyse des centres instantanés de rotation. Donc à ce moment-là, on a plus de contraintes en glissement qu'on a de contraintes en roulement, même si le roulement continue de s'effectuer. Et à l'approche de l'horizontale, on a donc un mécanisme de sauvegarde où le roulement va prédominer sur le glissement. Oui, c'est logique ça, parce que si vous êtes... on a des forces de compression énormes, pour pas que la tête glisse, mais on a plus de roulement que de glissement, parce que si on avait du glissement dans cette situation-là, de compression maximale, on serait, entre guillemets, très potentiellement arthrogène au niveau des surfaces. D'accord ? Donc, il y a énormément de compression, parce qu'il faut que la tête soit bien maintenue en face, mais pour autant, entre le roulement et le glissement, on a plus de roulement que de glissement. Même si les deux se font, c'est le roulement qui est prioritaire. Donc si vous regardez bien de 0 à 90, pour l'instant, on a eu dans un premier temps plus de roulement que de glissement. Ensuite, aux alentours de 45, 60 degrés, on a plus de glissement que de roulement. Pour autant, on va dire qu'il prédomine, mais pour autant, on a toujours des deux. Et puis, quand on est de nouveau
aux alentours de 90, c'est le roulement qui reprend le dessus sur le glissement. On a toujours, pour avoir tout ça, on a toujours nos couples deltoïdes coiffes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles, alors on aura toujours ce problème là avec son mat là, toujours le problème des petits films que je balançais d'habitude, que je vais, vous allez le voir apparaître dans le PowerPoint, mais on ne pourra pas le regarder. Mais moi, je vous invite à aller sur le site donc, de l'Université de Lyon, parce qu'il y a tout un film sur l'abduction, où on montre très bien qu'un même muscle, il peut être à la fois moteur, ou stabilisateur, moteur et ajusteur. C'est-à-dire que des moments, ça stabilise, il y a des moments, ça ajuste un peu, puis il y a d'autres moments, c'est vraiment moteur. C'est le cas des muscles de la coiffe. La coiffe prenne, le film est très bien fait parce que vous avez 3 colorations, et on voit au fur et à mesure du mouvement que cette coloration-là, au niveau du muscle, leur schématisation est très très bien faite. On voit qu'on passe d'une action à une autre, tout en étant toujours continu. Je vous ai dit que c'était un fondu enchaîné au niveau de cette épaule-là. La clavicule, elle continue son mouvement d'élévation, de 30 degrés, et ça va entraîner, si on a la clavicule qui monte, en fait la clavicule étant reliée à la scapula par l'intermédiaire de l'acromioclaviculaire, de l'articulation acromioclaviculaire, on va donc avoir une scapula qui va s'ascensionner aussi. Je vous rappelle que les 4 mouvements élémentaires qui s'associent, c'est élévation, sonnette externe, tilt postérieur et un mouvement comme ça sur son propre axe. En fait, elle est montée parce que comme la clavicule ici, si vous prenez ça puis qu'on monte, voilà, j'en descends, j'ai pas bougé, vous voyez bien que la clavicule monte une dizaine de centimètres quand on fait le mouvement complet. Bien, ça monte, c'est relié à travers l'acromioclaviculaire à la scapula, elle va suivre derrière, d'accord? On a la scapula qui monte. Et la clavicule, elle poursuit donc son mouvement d'élévation. Et elle entraîne cette scapula en sonnette externe, avec donc des couples, cette fois-ci, trapèze, dentelé antérieur. Le trapèze et le dentelé antérieur vont amener, je vous renvoie aux actions des muscles, les actions qu'on a vues la dernière fois avec les décompositions de force. Vous avez un trapèze supérieur et un dentelé qui vont aider à cette sonnette externe. Et d'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois que quand on testait une épaule, et notamment quand on essayait de mettre en évidence une dyskinésie, de savoir si ça aidait, enfin si ça suivait bien, si ça ne suivait pas, il y avait en termes cliniques 2 épreuves cliniques qu'on appelle le SRT, le Shoulder Retraction Test et le Shoulder Assistant Test pour le deuxième, le SRT ou le SAT. Et l'idée, c'est au départ de savoir comment orienter votre rééducation si, en aidant la scapula, on a moins de douleur ou une amplitude qui est augmentée ou plus de force. On a les 3 à rechercher. Si c'est le cas, on se dit, globalement, il faut que je renforce ce couple-là. C'est ce couple-là qui n'assure pas potentiellement son rôle. Et puis dans l'autre cas, vous n'allez pas aider, mais vous allez essayer de maintenir. Et si jamais en maintenant la scapula et non pas en l'aidant, vous avez pareil une diminution de douleur, une augmentation de mobilité ou une force augmentée, vous dites à ce moment-là, j'ai besoin non pas de faire suivre cette scapula, mais j'ai besoin de la stabiliser. À ce moment-là, on va être sur des muscles qui vont stabiliser, notamment, c'est marqué en dessous, le couple trapèze rhomboïde. Parce qu'à ce moment-là, ça contribue à stabiliser la scapula sur le grille thoracique. Et ça, on ne peut pas le dire dès le départ, c'est votre bilan clinique qui va le dire. Après, on pourrait très bien se dire, Inch'Allah, moi je ne m'occupe pas trop de ça, je renforce tout. On peut le faire, bien évidemment. Par contre, arrivé à un moment, il faut faire des choix. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous pouvez faire du renforcement global de toute la musculature périarticulaire. Et puis après, quand ça ne suffit pas, il faut orienter un petit peu plus votre bilan. Alors ça, c'est une représentation de chez Camilla, de couples dont on a déjà parlé, donc le trapèze et dentelé antérieur, et puis du trapèze rhomboïde.
pour à la fois stabiliser ou mobiliser, les deux allant de pair, vous l'aurez compris, mais en fonction de l'amplitude dans laquelle vous êtes, on a de façon prépondérante soit un scapulum qui va suivre, soit un scapulum qui a besoin de servir de socle stable. Au-delà de 90, ben, on a vu dans le tableau de Dufour, le rythme scapulo-huméral va s'inverser, c'est-à-dire que je vous rappelle qu'on est 1 sixième, 5 sixièmes, 2 tiers, 1 tiers, ben, on inverse, on passe à 1 tiers, 2 tiers. C'est-à-dire 1 tiers pour la scapulo-humérale pour 2 tiers dans la scapulo-thoracique. Les mouvements de translation inférieure de la tête humérale sur la cavité prédominent sur le glissement et le roulement. Oui, comprenez ça? Ça monte, la tête a tendance à glisser plutôt sur la glène. Et on se retrouve sur ce schéma-là. Hein. C'est tout à fait une position, on va dire, de zéro position, hein, qui s'apparente à la zéro position. Je vous rappelle que la zéro position est une position qui est décrite par Saha comme étant 150 degrés d'abduction physiologique et une position dans laquelle la tête repose vraiment sur la glène. D'accord ? Et c'est en cela que l'on dit que ça ressemble plus à la position initiale quand on était en quadrupédie. D'accord ? C'est pas tout à fait vrai parce qu'on sait que la scapula, elle a bougé, etc. etc. Hein, quand on est passé, je vous l'ai expliqué au départ, quand on est passé de la quadrupédie à la bipédie. Mais on se retrouve dans une position plus de compression que de cisaillement. Et donc, on est dans cette position-là. Il faut la récupérer pour relancer généralement tout ce qui est musculaire. En plus, on vire tout diagnostic kinésithérapique de capsulite rétractile, puisque je vous rappelle que là, je n'ai pas de capsulite, alors que ici, je me mets un peu là, si jamais je suis là, tac, voilà, le bras ne monte pas, j'ai une capsulite. Si vous montez à 150 degrés, ce n'est pas une capsulite. Ça ne veut pas dire que vous avez l'ensemble des derniers degrés, hein, parce qu'on dit 150, 160, la zéro position d'équilibre et de stabilité. Les derniers degrés, il faut aller les chercher également dans le rachis, parce qu'on peut monter jusqu'à 180, la verticalité c'est 180, et ça ne passe plus complètement dans l'épaule. D'accord ? Dans cette position d'élévation complète, le deltoïde devient abaisseur de la tête, parce que vous inversez tous les points fixes. Donc, quand on avait le membre suspendu, oui, le bras le long du corps, son action était de faire une suspension du mérusse. Quand vous avez le bras qui est en l'air et que vous contractez un deltoïde, il ramène la tête vers le bas, donc il impacte la tête. Et c'est dans cette position d'ailleurs qu'en rééducation, je vous ai dit, j'aurai l'occasion de vous faire la rééducation pendant votre cursus, mais on relance, on fait des manœuvres de compression. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de maintenir, et nous on vient, c'est à moi, je viens et je comprime, mais avec des secousses assez rapides, assez, je ne dis pas violentes, mais intenses, parce qu'il a été démontré que quand on fait de la compression, dans ces positions-là, on a une contraction réflexe du plan profond, donc des muscles de la coiffe, et l'ensemble des muscles de la coiffe se contractant, on a un recentrage de la tête humérale. Donc l'activité des abaisseurs décroît, hein, au-delà de 90. Le deltoïde atteint son maximum d'activité entre 90 et 120. Et puis voilà, la scapula, la bascule de la scapula s'oppose à la luxation de la tête humérale en fin d'élévation. Ah, c'est tout simplement pour ne pas avoir une tête qui est dans le vide comme ça. Donc on a tout intérêt d'ailleurs quand vous avez des luxations inférieures, des scapulas erecta, on appelle ça comme pas des luxa erecta, c'est-à-dire des gens qui montent le bras et puis et la tête elle descend. C'est pathologique bien évidemment, mais on a tout intérêt dans ce cadre-là à relancer tous les muscles de la sonnette externe pour essayer d'offrir une base. Voilà. Si vous avez un scapulum qui est un peu rétracté, hein, qui est en hypoextensibilité au niveau de ses fixateurs, il ne va pas tourner correctement, et puis la tête, elle se retrouve un peu dans le vide. Hein, pour peu que vous ayez
une laxité de votre système capsulo-ligamentaire, bah, à tous les coups, c'est une luxation inférieure. Bon, c'est rarissime, hein. Luxation inférieure, c'est quelques pourcentages, c'est 5%, c'est rien du tout. Alors vous avez le fameux film là, voilà. Bon, eux ils prennent 0,45, 45, 90, 90, 150, ça revient au même, hein. De toute façon, de tout ce que je vous ai dit, ça revient au même, mais l'intérêt, c'est qu'il ne m'a toujours pas mis les codecs, de toute façon ça m'étonnerait que ça marche, hein. 0 codec, donc on n'en parle plus. Donc je vous invite à aller voir ce film-là, il est vraiment très bien fait. Très très bien fait. On passe maintenant sur la... Bon, tout le monde développe l'abduction. Hein, tout le monde développe l'abduction, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Et je vous rappelle que l'abduction ne se fait pas dans un plan frontal, se fait dans un plan de la scapula. Parce que même rééduquer dans un plan frontal pur, c'est quasi une contre-indication. Parce que quand vous avez une vue aérienne, hein, de cette épaule, bah, vous comprenez qu'on a déjà notre tendon du biceps qui va cravater la tête, puis qui fait un angle à 90 degrés, dans 2 plans d'ailleurs. Hein, dans 2 plans. Il repart devant, dans la gouttière bicipitale, puis il va d'un plan, on va dire, horizontal à un plan vertical. Donc on lui impose déjà deux changements de direction dans 2 plans différents. C'est ce qui induit également, rappelez-vous, le fait d'avoir une composante de rotation interne. Ça induit de la rotation interne. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit aussi que quand vous avez des tendinopathies du biceps, ce qui est bon de faire, en dehors de tout traitement symptomatique sur votre longue portion de biceps, c'est de relancer les rotations externes, enfin, la rotation externe, soit de la corriger si les gens sont en speed en rotation interne, donc il faut corriger, il y a des manœuvres correctrices bien sûr, en thérapie manuelle que vous apprendrez ici dans votre cursus. Donc on va essayer de corriger cela, et après, pour essayer de pérenniser votre correction, il faudra relancer les rotateurs externes. Vous aurez compris que la rotation externe, comme les rotateurs externes, c'est la clé de voûte de la rééducation de l'épaule, parce qu'on a besoin, paradoxe de Codman, de rotation externe pour faire de l'élévation complète. Et je vous ai dit d'autre part, quand on a vu les muscles de façon, entre guillemets, analytique, que l'infraépineux était le recentreur par excellence. C'est la raison pour laquelle il était 2 fois plus volumineux que le supraépineux, etc., etc. Et sa décomposition des forces fait que c'est un recentreur par excellence. Donc vous avez tout intérêt, parce qu'il va lutter également contre cette propension à partir en rotation interne et à mettre votre tendon du long biceps en tension. Alors moi je suis dans mon truc, je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, si c'est suffisamment clair. Ouais, ça va? Ça semble, hein? Le mec il s'exprime clairement, quoi. Donc il n'y a pas de souci, il faut le dire. Mais